Scriptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop, chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman. Bonjour, bonsoir à vous, chers auditeurs, ici Stéphane. N'hésitez surtout pas à vous installer confortablement dans votre fauteuil préféré, à saisir une tasse de café ou de chocolat chaud, car débute maintenant votre émission de littérature de jeunesse et de pop culture Scriptonite sur Radio Boomerang 89.7 FM. Pour cette émission, le programme sera un peu plus léger que celui de la précédente. Nous discuterons ensemble de bandes dessinées que nous aimerions vous faire découvrir ou redécouvrir, afin que vous les aimiez autant que nous les aimons. Je précise que parler de BD à la radio n'est pas chose aisée, mais que des images seront disponibles sur notre page Facebook. Pour ce faire, notre équipe ne change guère de celle du mois dernier. Vous profiterez à nouveau du ton dur et sarcastique de Pierre, qui vous présentera sa chronique sur Black Sad. La paix soit sur vous, scriptonautes. De la chaleur et de la malice de la douce Flore, qui vous parlera de sa BD du moment, La Page Blanche. Bonjour. Vous vous laisserez emporter par la belle voix de Marie, qui discutera avec vous d'une autre BD, La Différence Invisible. Salutations. Et je vous présenterai moi-même l'univers de Valériane, afin que nous discutions un peu de science-fiction. Louis, notre fin cinéphile, vous présentera en fin d'émission son bilan cinéma de l'année 2016, en vous parlant de ses coups de cœur, mais pas que. Bonjour à tous. Trêve de palabres, laissons Pierre vous imprégner de l'univers des romans noirs, des meurtres inexpliqués et des femmes fatales avec sa chronique sur Black Sad. Et first, c'est moi qui commence, attendez votre tour, bande de schlag. Alors je suis content parce qu'aujourd'hui on parle de BD. La dernière fois j'avais déjà parlé de BD et là je reparle de BD. Promis, la prochaine fois je vous fournirai un sujet dont vous pourrez parler dans les apéros audinatoires. Je parlerai de Guerre et Paix de Tolstoï et on va se faire chier pendant 10 minutes. Bon alors Stéphane vous l'a dit, je vais vous parler de Black Sad, une fameuse série de bandes dessinées avec Juan Diaz-Canales au scénario et Juanjo Garnido au dessin. Bon, je me rends compte que je le prononce peut-être très mal et passerai possiblement pour un horrible raciste. Le tout est publié par Dargo. Donc il y a pour l'instant 5 tomes et on attend un 6e opus avec impatience. Je dis ça comme ça. Si jamais par hasard Juan ou Juanjo nous écoutait, on ne sait jamais qu'il se grouille. Cette série prend place dans une Amérique des années 50 relativement semblable à celle que l'on connaît, mais avec la différence notable qu'il n'y a que des animaux anthropomorphes. Bon, voilà. Le pont avec l'émission précédente c'est fait, vous pourrez pas dire que je suis pas attentif. Donc nous avons des animaux anthropomorphes aux États-Unis, le tout dans une atmosphère de film noir. Nous suivons les aventures de John Blacksad, un détective privé vêtu d'un trench coat kaki et d'une impayable répartie, qui s'avère être un chat noir au museau blanc, plutôt désabusé mais avec un très bon fond et une classe hors du commun. Vous l'avez deviné, je vous le dis tout de suite, c'est mon personnage préféré. La race des animaux présents dans cette série influence en général sur leur comportement et aussi sur la façon dont ils sont perçus dans la société. Ainsi, un chat sera nécessairement plutôt agile et indépendant, les hyènes se marrent très fort, les gorilles font d'excellents gardes du corps et les pies sont attirées par ceux qui brillent, y compris le flouze. Des animaux anthropomorphes mais qui sont conscients des différentes espèces. Blacksad plaisantera par exemple sur le fait qu'il ne tient pas à vérifier si les chats ont 9 vies. Les personnages emploient d'ailleurs une terminologie propre à l'animalité, comme lorsqu'il est question de laisser son museau hors de cette affaire. Pour autant, on retrouve une vraie nuance entre le fait de la conscience animale et le comportement humain des personnages. Bon alors comme nous sommes dans un polar, un bon polar, il y a évidemment une voix off, celle de Blacksad, avec les commentaires du détective cynique et classe, même que c'est ça qu'on veut. Cette atmosphère sombre est aussi bien rendue grâce à un jeu de silence et l'expression archi bien travaillée des personnages. Les dessins sont colorisés à l'aquarelle et Juanjo Garnido a travaillé dans les studios Disney, ce qui influence son travail et lui permet de donner une impression de mouvement et c'est réussi. Les personnages donnent une réelle impression de bouger, d'interagir entre eux, les expressions faciales sont très belles, très humaines, tout en prenant en compte la physionomie animale, ce qui donne une palette d'expressions assez innovante. On peut aussi remarquer les différentes couleurs allant du sombre, surtout dans le premier tome pour coller à l'image du polar, aux couleurs très chaudes et très colorées qui suivent au cours des albums. D'ailleurs, les albums Parlons-en, chaque album aborde un thème en rapport avec les années 50. Ainsi, dans le premier tome, s'intitulant Quelque part entre les ombres, Blacksad se confronte au monde de la mafia et de la corruption des grandes compagnies. À la recherche du meurtrier de son premier amour, il va se confronter à de hautes sphères du capitalisme. Le second album, Arctic Nation, aborde le thème du racisme avec une organisation ressemblant fortement au Ku Klux Klan et une autre ressemblant au Black Panther.
Le 3e tome, Âme Rouge, qui est sans doute selon moi le meilleur tome de la série, prend place dans un contexte de guerre froide et s'intéresse au communisme dans l'Amérique des années 50. On a même un coq ressemblant fortement à McCarthy, qui était un sénateur américain assez vénère contre les communistes à une certaine époque et qui avait lancé une chasse aux bolcheviks, la fameuse chasse aux sorcières. Le 4e tome, L'Enfer, le silence, se déroule à la Nouvelle-Orléans dans l'univers du jazz et de l'héroïne. Donc cette chronique étant garantie sans spoil ajouté, je n'en dis pas plus, mais il s'agit selon moi d'un des mieux écrits avec le 3e, avec une plus grande exploration de la psyché des personnages. Le 5e tome, Amarillo, jaune en espagnol, est un hommage à la génération Beat et prend la forme d'un road trip de Black Sad en compagnie d'une hyène avocate. Vous ferez les conclusions que vous voudrez sur la vie des auteurs concernant cette profession plus tard. Et les références sont clairement assumées par Juan Diaz-Canales puisque les personnages qui paraissent dans ce tome sont inspirés d'auteurs tels que Kerouac ou encore Allen Ginsberg, des auteurs importants de l'époque et des membres fondateurs du mouvement Beat. Donc Black Sad se distingue aussi selon moi par la qualité apportée au personnage principal. On ne sait pas grand chose de John, et mis à part dans 2 tomes, je vous laisse trouver lesquels, il n'est jamais directement concerné. Pour moi il s'agit d'un héros romantique, dans le sens noble du terme, se battant pour des causes plus grandes que lui, se sachant maudit de par sa condition de chat noir, mais s'impliquant malgré tout. Il a conscience du malheur autour de lui et le subit régulièrement en prenant des décisions qu'on pourrait qualifier de moindre mal. Le fait qu'il soit le narrateur permet d'avoir son avis sur les affaires qu'il suit, mais aussi sa façon de voir les choses, d'une façon très féline. Sans s'impliquer, il constate d'abord, mais pour autant il n'est pas le genre de chat qui vous regarde avec des yeux ronds avant de vomir sur le lit. Il est un peu moins diabolique que ses confrères de la vie réelle, puisqu'il finit toujours par passer le cap du simple constat et prend parti. Ça sent le vécu quand même. Ça sent le vécu de tous les propriétaires de chats. Et ça sent bien en plus. Il est... Bon, je peux reprendre sur mon chat s'il vous plaît. Vas-y. Donc mon chat détective privé qui ne vomit pas sur le lit n'est pas qu'un simple fouille-merde comme l'appellent certains personnages, mais tente bel et bien de redresser les torts même lorsque ce n'est pas à sa portée. Donc dans le même genre, avec des animaux anthropomorphes, je vous recommande la BD Maus, qui transporte la Shoah dans un univers animalier, où les juifs sont des souris et les nazis des chats. Ici, les thèmes abordés sont beaucoup plus lourds, le style est complètement différent, mais je ne saurais que vous recommander cette œuvre. Autre BD du même genre, beaucoup plus légère, de Cap et de Croc, qui n'est pas totalement anthropomorphe, puisqu'il y a des animaux et des humains, donc des animaux parlants, qui est complètement dans le merveilleux, mais vraiment sympa aussi. Et en plus, les personnages principaux, à savoir un loup et un renard, sont inspirés de personnages du roman de Renard, et ça aussi, vous pouvez le caser dans des apéros dînatoires. Autre parallèle possible, qui lui est carrément obvious pour les fans de Disney, le récent Zootopia. Donc il est pas mal d'ailleurs, je ne me réclame pas de la sacro-sainte église Disney, sauf lorsque ça concerne Star Wars, mais j'ai franchement apprécié ce film. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Tu vas arrêter de me spoiler, mais... Ici, l'indistinction entre les espèces est présente ainsi que des termes intéressants comme la ségrégation par exemple. Donc globalement, Black Sad s'inscrit dans une longue lignée d'œuvres mettant en scène des animaux anthropomorphes. Donc si vous êtes un amoureux des romans noirs ou des polars qu'on trouve dans les gares, si vous êtes un fan de Raymond Chandler et de son héros Philip Marlowe, d'un détective désabusé et cynique, je vous recommande Black Sad. Si Derek a bercé vos mercredis après-midi chez mamie, si vous aimez les animaux qui parlent et qui portent mieux le trench coat que vous, je vous recommande Black Sad. Cette bande dessinée fait partie de mes coups de cœur, et ce depuis un moment, et pour l'instant, elle a mis tout le monde d'accord autour de cette table, sauf pour les éventuels mécréants ne l'ayant pas lu. Et voilà, c'est tout pour ma chronique. La prochaine fois, n'oubliez pas, je vous parle de Guerre et Paix, soyez à l'écoute. Alors, tu viens de parler du moindre mal, et je t'en remercie, puisque ça me permet de faire de la publicité pour The Witcher, voilà, donc, qui est un jeu vidéo. N'hésitez surtout pas à y jouer si vous aimez le noir, la boue et d'autres choses. Les croûtes. Et, les croûtes aussi, On probablement. n'a jamais été résumé de cette manière. Non, mais t'es vraiment qu'une sale race de faire ça, alors que tu savais très bien que j'y avais pensé en écrivant le moindre mal. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur le jeu vidéo parce que ça me fait beaucoup penser. Enfin, du coup, je fais partie des mécréants qui n'ont pas lu Black Sad encore, mais ça me fait beaucoup penser dans l'image, dans le thème de polar noir, etc. à The Wolf Among Us des studios Telltale, qui est un jeu très narratif. Qui est inspiré d'une bande dessinée. D'accord, je ne savais pas justement. C'est pour ça que j'allais dire, il y a cet esprit très bande dessinée dans le dessin de The Wolf Among Us. Donc voilà, donc ça m'a fait penser à ça, et en plus au niveau de la thématique du polar, etc., c'est très 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 sombre, et je pense que c'est quand même très proche de Black Sad. Mais après, je sais pas si tu y as joué ou pas du tout. Alors, je n'y ai pas joué, mais j'ai suivi des replays de différents épisodes, puisque ça sort par épisode c'est tous les 3 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis assez d'accord, mais sauf que ça s'inspire du conte de fées, The Wolf Among Us. Oui, bien sûr. Ouais.
L'anthropomorphisme n'est pas particulièrement présent, puisqu'en plus le grand méchant loup, en l'occurrence, c'est une sorte de Wolverine des contes de fées. Et il n'y a pas d'anthropomorphisme au sens propre du terme. Ils sont vraiment personnifiés par des humains. Et une question que je me posais, c'est est-ce que dans Black Sad, c'est uniquement des chats? Est-ce qu'on peut retrouver d'autres animaux? Pas du tout, il y a toutes les espèces en fait. En fait, il y a vraiment toutes les espèces, et quand je dis qu'ils sont caractérisés par l'animal qu'ils sont censés être dans la vraie vie, c'est vrai quoi. Les pies sont voleuses, les bisons sont des vrais mufles qui n'ont pas beaucoup de... comment dire, qui rentrent dans l'art. Les chats sont indépendants, les chiens sont disciplinés ou aboient très fort dans les dîners mondains, et Les loups courent après les femmes. les loups courent après les femmes. Tu as lu la BD, Marie? Ouais. Alors Un tout petit peu. J'ai pas fini de la lire parce que j'ai une vaste BD tech et une vitesse de lecture assez faible. Parce que en général, je m'attarde énormément sur les dessins qui, comme tu l'as dit, sont très très beaux dans Black Sad. Sinon, je me faisais une remarque par rapport à ce que tu disais sur le fait que les animaux sont caractéristiques des personnalités. Ça m'a fait penser à un conte japonais qui s'appelle Les Cils de la Louve, en fait avec une histoire d'une jeune femme qui est en gros bannie de sa famille sur un prétexte de religion, peu importe, et qui se retrouve complètement dégoûtée du monde des hommes, et une louve lui donne ses cils et dit « mais tu vas voir, tu es la seule humaine parmi les humains ». Et une fois qu'elle chausse un peu les cils comme on chausserait des lunettes que la louve lui a données, elle voit tous ses homologues humains sous forme d'animaux. Et donc en fait ça révèle les travers humains, donc voilà, bref, ça m'y faisait penser. Et quel genre d'animaux, par exemple, elle peut voir? Alors j'ai plus l'exemple précis, donc je veux pas dire de bêtises, mais par exemple, je sais que je me rappelle de cette image où elle traverse un marché, elle voit un espèce de bonhomme soufflant, suant, dégueulasse, et elle le voit sous forme d'un taureau, justement, à l'effort. Ou alors ça va être une bonne femme un petit peu aigrie, un petit peu sèche, qu'on va voir sous forme chevaline, un peu comme un cheval amaigri. D'ailleurs, ça fait penser à la tante Pétunia qui est très chevaline. L'incarnation même du terme chevalin, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Et sinon, pour la filiation aux autres bandes dessinées, je sais pas si tu connais de Calvi, La Bête est morte. Parce que tu as fait le parallèle avec Mouse, je sais pas comment on le prononce, qui parle de la Seconde Guerre mondiale avec justement des personnages anthropomorphes, enfin des animaux anthropomorphes. Qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs, je suis désolé, je coupe, oui. Mais Oui. si ça vous intéresse vraiment, c'est vraiment un masterpiece. Faut le lire. Sauf si vous êtes extrêmement chauvin, parce que les Françaises sont personnifiées par des grenouilles. Là, vous pourriez éventuellement tiquer. Et c'est quoi comme style de dessin d'ailleurs Mine de rien, c'est un dessin très enfantin. Il n'y a pas de violence réelle. Enfin, si, dans certaines images, bien sûr, principalement dans les camps, c'est très violent, justement parce que c'est mignon. Mais sinon, c'est très adouci, en fait. D'accord. C'est l'histoire du jeune écrivain qui cherche à interviewer son grand-père afin qu'il lui raconte ce qu'il a vécu, etc., quelle est son histoire. Et finalement, en fait, c'est un peu l'histoire de ce grand-père, si je me souviens bien. Oui, c'est l'histoire du grand-père. C'est ça, ouais. Et Ah, on a une alarme incendie qui se déclenche. c'est pas pour nous, on tient C'est l'émission pas pour jusqu'au nous. bout. Show must go on. Ce qui est d'ailleurs dans Mouse, le contraste est encore plus cruel en fait du dessin enfantin et l'horreur qui se déroule dans la bande dessinée. Et donc sur cette chronique et cette discussion, je vous lance Stéphane va vous lancer Lone Digger de Caravan Palace, dont le clip met en scène des animaux anthropomorphes dans une esthétique qui nous a tout de suite fait penser à Black Sad. À vos oreilles.
That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Ain't got time to lay low. It's time to go. Hey, brother, Mrs. Petty, put Vous êtes toujours dans Scriptonite, l'émission spéciale bande dessinée. Pour rester sur le thème de l'enquête, mais cette fois dans un tout autre univers, j'ai prévu de vous parler de la page blanche, dont le sujet central est l'enquête sur soi. La page blanche, c'est une BD de Boulet au scénario et de Pénélope Bagieux au graphisme, éditée chez Delcourt. Elle peut être rangée dans les romans graphiques, puisqu'elle compte près de 200 pages. Et c'est un one-shot, c'est-à-dire une histoire en un seul tome. Donc, l'histoire s'ouvre sur une jeune fille qui est assise sur un banc. Et elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait là. C'est comme quand vous entrez dans une pièce et que vous vous dites « mince, qu'est-ce que je devais y faire ?» Sauf que cette jeune fille, elle a tout oublié d'elle-même. Et en fouillant dans ses affaires, elle arrive à retrouver son nom et son adresse. Et à partir de là, elle tente de retrouver qui elle était. Cette démarche n'est pas simple, puisqu'elle cache son amnésie aux personnes de son entourage. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner une journée au boulot, quand vous vous souvenez absolument pas de ce que vous êtes censé y faire. Elle se trouve donc dans des situations étranges, car tout le monde se comporte avec elle comme avec l'ancienne Héloïse, l'Héloïse qui croit connaître. Mais elle est la seule à justement ne pas connaître cette Héloïse. Donc elle se sent un peu comme dans la peau d'une inconnue. Dans le scénario, on discerne vraiment bien la touche de Boulet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Voilà. J'adore. C'est un auteur qui est très présent sur les réseaux sociaux et sur sa page Facebook et sur son blog qui s'appelle Les Notes de Boulet. Et qui d'ailleurs, ces notes sont publiées ensuite dans des... Il y a 9 tomes, je crois. Ouais, il y a 9 tomes. Le dernier, je sais plus, mais... Voilà. Et donc ces petites BD, c'est des recueils de BD assez courtes qui racontent des scènes ou des réflexions du quotidien avec beaucoup d'autodérision et une grande part d'imaginaire. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve dans la page blanche. Par exemple, quand Héloïse doit entrer dans son appartement pour la première fois, elle a l'impression que c'est la première fois, elle fixe la porte et en fait, elle imagine ce qu'elle va pouvoir trouver derrière. Et ça donne des scènes complètement absurdes qui expriment les films qu'elle se fait dans sa tête, qu'elle se fait sur sa propre vie. On reconnaît également bien l'univers de Pénélope Bagieux. D'abord, le graphisme expressif, son dessin à la ligne claire, sans ombre, et des couleurs harmonieuses qui posent une ambiance intime. Tout participe à emmener le lecteur dans le quotidien du personnage et à lui faire comprendre son mal-être. Héloïse, c'est un personnage qui est dur avec elle-même. Et l'autodérision est aussi l'une des caractéristiques du travail de Pénélope Bagieux, qui est connue pour son blog Ma vie est tout à fait fascinante, et aussi pour son personnage Joséphine. Elle exploite et joue beaucoup avec les stéréotypes du féminin. Héloïse, c'est un personnage qui est drôle, parce qu'elle prend de la distance avec l'image de la femme niaise, à laquelle elle correspondait avant son amnésie. Et avec cette BD, Pénélope Bagieux se détache
de la catégorie BD girly à laquelle elle était associée. En ce moment, je me questionne sur ce type de BD, justement la BD dite girly, parce que j'arrive pas à déterminer si elles sont féministes ou pas. Parce que dans ces bandes dessinées, on parle de femmes qui assument leur féminité, qui sont libres, et ça met en scène leur galère quotidienne en fait. Donc c'est vraiment centré sur des quotidiens de femmes, mais dans une certaine mesure, ça réactive des stéréotypes, puisque la parodie, même si elle détourne des clichés, elle les réactive en même temps en mettant en scène des stéréotypes. Et un des problèmes, c'est que bien souvent, les artistes féminines, elles sont poussées par les éditeurs dans ce type de bande dessinée qui fonctionne très bien auprès du public. Et donc, il reste encore beaucoup de chemin pour que les BDistes femmes soient vraiment libres de traiter de n'importe quel sujet en s'appropriant les thèmes qu'elles ont envie et en s'appropriant n'importe quel style aussi. Bon, à ce sujet-là, je pourrais vraiment faire une chronique entière. Mais en tout cas, La Page Blanche, c'est un bel exemple de prise de distance par rapport à cette catégorisation de la BD féminine. Et le sujet central de ce bouquin, c'est la quête d'identité. Le fait de savoir ce qui nous rend unique, ce qui nous constitue. Et si j'ai bien un regret, c'est de ne pas pouvoir relire cette BD avec un regard neuf. Et dans ces cas-là, la seule façon de revivre ce plaisir, c'est de partager sa lecture et pour renouveler le plaisir de la découverte. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec vous. J'aimerais pouvoir être amnésique pour redécouvrir. Je vois bien le sentiment, je vois bien. Et, du coup, j'ai une question. En fait, c'est la première chose qui m'a heurté à l'esprit quand j'ai entendu le nom de ta BD. En fait, je pensais que c'était quelque chose de très méta. Ouais. Pour moi, La Page Blanche, en fait, c'était le syndrome de l'essayiste, de l'auteur, peu importe, qui ne réussissait plus à écrire ou à créer. Ouais. C'est vrai que ça aurait pu être l'histoire d'une non-écriture, finalement. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'avec le titre, j'aurais vu comme ça aussi. Bah, du coup, non, pas du tout. Moi aussi, je t'avoue que la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai pensé à ça, mais après, quand je l'ai sous la main, non. Mais par contre, c'est très significatif par rapport au fait que, du coup, c'est comme une remise à zéro de sa personnalité à elle, puisqu'elle a tout oublié, elle a vraiment aucun souvenir, elle essaie de chercher des indices dans sa vie. Et bon, j'ai pas envie de révéler parce qu'il y a une progression qui est intéressante du personnage et j'ai pas envie de vous révéler l'aboutissement de sa quête. Mais la page blanche, c'est vraiment sa vie à réécrire en fait. Est-ce que du coup, c'est pas une espèce d'allégorie de la dépression ? Parce que quand même, être étranger à sa propre vie, c'est quand même un des symptômes de la dépression, tu vois ce que je veux dire ? Alors, je sais pas si c'est une allégorie de la dépression, mais effectivement, il y a un moment où elle est vraiment déprimée, parce qu'elle se reconnaît plus elle-même. Et ce qu'elle trouve de son ancienne vie, ça lui plaît pas en fait, ça lui correspond pas. Et du coup, effectivement... Du coup, c'est finalement une espèce de privilège, puisqu'elle peut repartir en décidant de qui elle veut être. Enfin, c'est donc la question que l'on va poser aux auditeurs. Souhaiteriez-vous pouvoir rebooter votre vie et recommencer avec la mine de crayon. Exactement. Choisissez la pilule rouge ou la pilule bleue. Mais c'est compliqué justement parce que le fait d'être OK avec soi-même, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Oui. Et du coup... Elle contrôle pas cette image en fait, parce qu'elle l'a oubliée, elle sait pas quelle image elle renvoyait avant. Donc elle se retrouve avec des gens qui la connaissaient avant, qui ont une certaine image d'elle, et qu'elle ne connaît pas. Du coup, ça parle aussi du problème du rapport à l'autre, puisque c'est les autres qui lui renvoient l'image passée dont elle ne veut pas forcément. Bah oui, bien sûr, du coup, surtout avec ses collègues, parce qu'en fait elle n'a pas un grand entourage. Donc au départ, c'est surtout ses collègues. Mais c'est quand même très centré sur le personnage, vraiment. On la voit vraiment dans son quotidien. Pardon. Non, toujours sur cette idée de page blanche et dans le rapport aux autres, il y a peut-être l'idée de scénario aussi, un scénario de vie qui est effacé, qui était préétabli et on sort d'une norme. Et elle va porter un regard différent aussi sur les gens autour d'elle, c'est-à-dire que plutôt que de sortir avec ses collègues qui ont le même âge qu'elle, qui sont faux-folles, mais qui finalement sont tellement superficielles qu'elles vont pas prendre conscience en fait de son mal-être, de son amnésie. L'héroïne, elle va s'intéresser à sa collègue qui a, je sais pas, 50 plus qu'elle, qui galère avec ses gamins, qui est un peu timide, qui a des problèmes de bourrelet, ou voilà.
enfin, je sais pas, elle s'intéresse à ce qui est différent parce qu'elle sort des scénarios préétablis. Ouais, exactement. C'est un pléonasme un peu. Des scénarios. Oui, mais alors, ça dépend. Drama nazi. Ouais, mais scénario est autorisé aussi. Les scénarios. Dans l'univers de Mouse, si on devait se comparer à un animal, du coup, je serais un chat au niveau de la grammaire. Du coup, c'est un peu triste quand même. Mais bon. Je te déteste. Donc, c'était un point Godwin pour Louis. Bravo. Félicitations, bravo. Merci. Pour recentrer un petit peu le débat, tu parlais de BD girly et donc de cette espèce de manque. Tu avais l'impression qu'il y avait un manque de féminisme dans les BD, si j'ai bien compris. Ou une fausse idée du féminisme, peut-être. En fait, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'arrive pas à répondre à cette question pour l'instant parce que je l'ai pas encore assez creusé. Mais en fait, quand je bossais sur cette BD, du coup, j'ai lu pas mal d'articles sur la BD féminine. Et du coup, c'est pas vraiment un manque de féministes. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment féministe parce que, en fait, à la fois, c'est des femmes qui s'assument. On met l'accent sur leur vie, donc on leur donne de l'importance. Et elles sont, comment dire, assez franches. Elles sont militantes aussi. Elles vont prôner l'égalité, salariale, des trucs comme ça. Enfin, je pense à, non mais par exemple, Digli, Pénélope Bagieux, tout ça. Oui. Tu veux dire dans les histoires ? Elles sont un peu girl power. Et c'est le problème du girl power, justement. Est-ce que c'est féministe ? Est-ce que c'est cliché ? Non, c'est ça, voilà. Et du coup, elles vont pas se laisser faire par des personnages qui vont vouloir les mettre de côté. Voilà. En tout cas, elles s'affirment. Mais en même temps, ça reste dans le cliché, dans le stéréotype féminin de la femme qui est féminine, qui prend soin d'elle, qui fait du shopping parce qu'elle a eu un coup de blues et du coup elle doit... Après, je pense que ça correspond surtout à une période de transition où effectivement c'est compliqué en fait de faire un changement très brutal en montrant des personnages qui sont pas forcément très féminins justement. Prenez le féminisme, c'est peut-être très brutal par rapport à ce qu'on a eu avant. Et donc que c'est peut-être juste un passage nécessaire dans l'histoire de la BD pour qu'on arrive à quelque chose de véritablement féministe, comme tu dirais. Ouais. D'ailleurs, pour moi, le féminisme, ça se définit comme l'attitude qui veut l'égalité des hommes et des femmes, pas la supériorité d'un des sexes. C'est pour ça que le girl power, c'est quand même un petit peu... il y a sujet à débat là-dessus, donc là, on pourrait faire aussi une émission là-dessus. Ouais, carrément. Mais donc voilà, donc toujours, ça dépend toujours de la définition du féminisme qu'on veut bien accepter, quoi. Mais là, c'est pas, elles prennent pas une inégalité, mais une mise en valeur en fait. C'est pas rabaisser l'homme, mais c'est mettre en valeur la femme pour ses particularités. Et du coup, justement pour ses particularités. Et c'est ça que j'ai envie de questionner, c'est que ces femmes qui sont mises en scène, elles sont très féminines, elles se mettent vraiment en avant dans ce rôle de femme en fait. Donc en même temps ça questionne le stéréotype parce qu'il y a une grosse part d'autodérision et en même temps ça le réactive et du coup est-ce qu'on revient pas à zéro quoi. Ouais, c'est une question qu'il est intéressant de poser et de creuser donc. Voilà. Eh bien il me semble que c'est à la chronique de Marie. Tout à fait. Justement, la transition va se faire assez naturellement parce que je vais vous parler d'une BD qui met une forme de féminité au centre également, qui est écrite par une femme, dessinée par une femme, coordonnée par une femme, éditée par une femme. Vendue que par des femmes dans des mais librairies qui de n'est femmes, pas pour les femmes. Cette bande dessinée, en fait, s'appelle La Différence Invisible. Elle est éditée chez Delcourt dans la collection Mirage. Et elle s'inscrit en fait dans une veine assez prolifique ces derniers temps de vulgarisation par la bande dessinée, de vulgarisation et de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on voit pas mal ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Marion Montaigne, d'Axolotl, d'XKCD pour le monde anglophone. Donc ça va être de la vulgarisation mathématique, sociologique, etc. Il y a aussi un grand dictionnaire de la bande dessinée qui paraît, donc je crois que c'est chez Delcourt également, en petit fascicule ces derniers temps. Bref, c'est un média assez privilégié pour tout ça. Et La Différence Invisible, c'est l'histoire d'une jeune femme, justement, qui ne porte pas son handicap sur son visage, qui a en fait un handicap qui est neurodéveloppemental. Donc c'est pas une maladie, c'est juste un rapport au monde qui est différent. En fait, elle est touchée par l'autisme Asperger. Et
Et en fait, Julie Dachez, oui c'est ça, Julie Dachez, donc la scénariste de cette bande dessinée, est elle-même autiste Asperger, auteure du blog Super Pépettes, qui en fait est un blog qu'elle a lancé pour sensibiliser à la base sur la question de l'autisme Asperger. Donc en fait, comme beaucoup de bandes dessinées de vulgarisation actuellement, ça a commencé sur Internet, d'ailleurs. Et donc en fait, ce roman est une autofiction. Cette bande dessinée est une autofiction. Et donc Julie, son avatar dans l'histoire, va s'appeler Marguerite. Et c'est une jeune femme qu'on rencontre au début de l'histoire quand elle a 27 ans et qui en fait est prise dans un quotidien qui est très très lourd. Très très lourd sur le plan de la gestion, parce que tout ce qui paraît évident à réaliser pour les autres, se déplacer, parler à ses collègues, prendre un rendez-vous par téléphone, lire son courrier, tout ça c'est compliqué pour elle, c'est extrêmement pesant. Et surtout, elle a l'impression d'être un boulet, comme le disent les gens, d'être bizarre, de pas rendre les gens heureux. Et en même temps, elle trouve ça injuste, et en même temps, elle a une forme de culpabilité parce que le monde la renvoie à son illégitimité, en fait, à être différente. Donc c'est une bande dessinée qui est didactique. L'avant-propos est assez fourni, avec un fascicule explicatif sur ce qu'est le syndrome d'Asperger. À la fin, il y a même un syndrome d'Asperger-Quessaco avec un historique, etc. Donc il y a vraiment une volonté de sensibilisation. Mais l'histoire est aussi assez prenante, et justement c'est ça qui est efficace sur le plan de l'enseignement qu'on peut tirer de cette BD, c'est qu'on s'attache au pas de cette héroïne Marguerite. Et donc je pensais... Oula, excusez-moi, j'ai mis mon micro un peu trop haut. Je pensais vous lire quelques extraits qu'on vous montrera sur les pages. C'est une BD qui est assez belle sur le plan graphique. La première moitié en fait est en noir et blanc, en noir et blanc avec des touches de couleur. Et ces touches de couleur vont avoir une importance sur le plan narratif. C'est pas juste esthétique. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple les phylactères de Marguerite, les bulles sont blanches. Par contre, les bulles des autres, en fait, elle vit le rapport à l'autre presque comme une agression tout le temps dans cette première partie de la bande dessinée. Les bulles sont sur fond rouge, en fait. Et son petit ami, Florian, lui, a une bulle orange. Donc, c'est-à-dire qu'il est un peu dans un entre-deux. Lui, c'est... Alors, oui, le monde se divise en deux catégories. On aime bien ce genre de choses. Les gens qui mangent les olives sur les pizzas, ceux qui en mangent pas, tout ça. Mais en fait, le monde se divise vraiment en deux catégories, en tout cas psychologiques, psychiatriques, les neurotypiques et les neuroatypiques. Et donc les neurotypiques, c'est eux qui normalisent notre monde, qui établissent la norme. Et les neuroatypiques, ça va être justement les aspis, les hyperactifs, les hypersensibles, les dyslexiques, etc. Et donc le copain de Marguerite, lui, c'est un neurotypique. Et elle le tolère, disons, un peu mieux que les autres, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc lui, il est affublé d'une bulle orange, un petit peu moins rouge. Et donc voilà. Et je vous parlais de la culpabilisation de Marguerite. Il y a vraiment des passages dans cette bande dessinée qui sont assez touchants et assez difficiles. Donc je voulais faire un point sur l'autisme Asperger et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si vous en avez... Enfin, j'imagine que vous en avez entendu parler. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez définir ? Je pense qu'un rappel pour tout le monde serait le bienvenu. Sheldon dans Big Bang Theory, mais je suis pas sûr que ce soit très représentatif. Eh ben, Sheldon sera moins parodique qu'un Monk ou qu'un Rainman, ça c'est sûr. Ah oui. Parce que le problème, justement, c'est que déjà, l'autisme en fait c'est un spectre, donc c'est pas, c'est pas comme une rhinopharyngite où il y a des symptômes qui sont toujours les mêmes d'une rhino à l'autre. Il y a autant de formes d'autisme que d'autisme, et l'autisme Asperger c'est encore un spectre différent. Donc souvent, les Asperger sont surefficients, c'est-à-dire qu'ils ont un très haut potentiel intellectuel, ce qui fait que c'est un petit peu des caméléons. Donc on voit pas comme ça qu'ils ont autant de mal à vivre parmi les autres et qu'on peut les blesser en leur imposant nos normes tout le temps, parce que en fait leur intelligence permet d'agir par compensation. Donc voilà, et on retrouvera beaucoup d'aspi dans les domaines des mathématiques,
de la programmation. C'est un petit peu... Il y a un aspect, tu parlais de Sheldon, control freak, en fait, parce que la régularité, c'est quelque chose d'hyper important pour eux. C'est-à-dire que, en fait, leur rapport au monde est tellement angoissant, parce que souvent, en fait, les Asperger sont aussi hypersthésiques. C'est-à-dire qu'ils entendent plus... ou voient avec plus d'acuité, ressentent plus. Donc c'est-à-dire que ça va même se jouer au niveau des vêtements, pas pouvoir porter des chemises, pas pouvoir porter des vestes cintrées, des choses comme ça. Après, c'est avec plus ou moins de... Il faut bouger le curseur en fonction des personnes, mais ce sont des choses caractéristiques. C'est aussi des personnes qui ont des intérêts très spécifiques, qui peuvent vous parler pendant des heures, je sais pas moi, de la naturopathie ou de la reproduction des cucurbitacées. Enfin voilà, souvent ils ont deux passions et c'est quelque chose, c'est vraiment un réservoir qui les apaise. Bref, Marguerite est comme ça dans l'histoire et c'est très compliqué pour elle parce que déjà elle bosse en open space. Voilà. Et la bande dessinée, justement, ce que j'aime beaucoup avec cette bande dessinée, c'est que le dessin n'est pas figuratif. De toute façon, comment figurer des émotions, un état d'être qu'on connaît même pas en fait. Donc du coup, ça va être à travers les couleurs, à travers les mouvements et les cadrages qui seront toujours assez significatifs. Tu viens de me faire rêver d'un vice-versa qui se passerait dans l'esprit d'un Asperger, en fait. Là, je me dis que ce serait super intéressant. Ce serait ça, c'est parce que t'es malsain de l'esprit, mon pote. Mais non, c'est pas malsain. Non, mais ce serait vraiment fabuleux. En fait, un vice-versa qui se passerait dans l'esprit d'un Asperger, je pense que chaque émotion aurait sa guérite et ils communiqueraient entre eux que par mail. ce serait peut-être quelque chose d'un peu comme ça, tu vois. Voilà, il faut faire un fan film. Mais donc voilà. Et donc par exemple au boulot, on va représenter le bruit. Ça va être justement des onomatopées et on joue sur la répétition. Donc c'est-à-dire que elle, Marguerite, arrive très très en avance sur son lieu de travail. Et là, on va lire bruit, 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 pas, clic, roule, etc. Et c'est pour montrer que voilà, son univers est envahi par le bruit de cette manière. Bref, et je parlais donc avec son petit ami de la culpabilité qu'elle pouvait ressentir. Une caractéristique des Aspis aussi, c'est la difficulté avec le second degré. Justement, dans Big Bang Theory, souvent, Leonard écrit sur sa main « sarcasm » pour faire comprendre à Sheldon qu'il plaisante. D'où le bazinga dès que Sheldon fait une blague. C'est ça, qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Et en fait, on va voir le cas avec Marguerite. Donc par exemple, cette jeune femme, je vous parlais d'intérêt spécifique tout à l'heure, elle est passionnée par les animaux. Donc du coup, elle est végétalienne, fervente défenseuse, bref, on passe de la cause animale. Et son copain qui rentre et qui fait son gros lourd en disant qu'est-ce qu'on fait ce soir du parmentier, de la blanquette, du riz de veau. Est-ce que son copain est au courant en fait? Son copain vit avec elle depuis 2 ans, donc il est au courant de ses petites spécificités, mais il n'y a pas de mot qui a été posé sur l'anormalité de Marguerite, et les mots en fait ça légitime. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Et donc son copain qui plaisante, qui dit un bœuf bourguignon, du hachis parmentier, une pierrade. Et à chaque fois, Marguerite lui répond au premier degré mais non, tu sais que je suis végétarienne. Et lui, du coup, finit par s'énerver en disant mais tu sais, je plaisante. Hein. Ouais. Et elle lui répond d'un air complètement désarmant mais pourquoi? Et du coup, il s'énerve et il dit mais c'est parce que c'est ce qu'on fait quand on est dans la vraie vie, quand on a de l'humour, quand on est normal. Ah ouais. Voilà. C'est violent. C'est violent, mais... C'est un chic type. Ouais, mais en fait... Bon, ça doit être dur à vivre aussi. Hein. Le mec essaie d'avoir de l'empathie. Non, mais c'est vrai, c'est ça en plus, parce qu'il n'y a pas un regard complètement négatif contre le copain, parce qu'on voit qu'aussi c'est compliqué de vivre avec Marguerite, là vous pouvez voir. Ils doivent dormir dans des lits séparés. Alors, c'est pas le cas tout le temps, enfin, il y a autant d'autistes d'autisme. Bref, c'est l'inverse. Mais Marguerite, elle doit dormir dans un lit séparé parce que justement au niveau des touchés, elle peut pas dormir en fait. Si quelqu'un est dans le même lit qu'elle, elle dort avec un cache sur les yeux, avec des boules qui ess. Elle a un réveil lumineux. Enfin, c'est. D'ailleurs, juste parce que tu as la BD à la main, je tiens à préciser, je l'ai pas lu et c'est très rare les BD qui, juste en les feuilletant, me donnent envie de les dévorer. Et celle-là en fait partie. C'est vraiment magnifique pour les spectateurs, enfin pour les auditeurs. Ouais, c'est une très belle bande. Ah oui. J'essaie de me dépêcher.
Bon bref, je vous parlais du coup de la façon dont la bande dessinée traduisait l'évolution de Marguerite. En fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, elle a besoin de poser le diagnostic. C'est parce qu'en fait, elle fait des crises d'angoisse et son copain est de plus en plus exigeant avec elle. On a ras-le-bol parce qu'elle veut pas aller dans les bars, elle veut pas rencontrer ses potes, etc. Et donc, elle pose le diagnostic et petit à petit, justement, la couleur est significative parce que, en s'acceptant elle-même, la vie va retrouver des couleurs. La vie va retrouver des couleurs et des couleurs moins agressives. Ça va plus être du rouge pétant ou du jaune pétant qui représente justement les agressions ou les pics de stress de Marguerite. Il va y avoir du vert, du bleu, des choses assez froides, assez apaisantes. Et voilà. Et sinon, j'abrège. Le public... Ouais. J'arrête. Je pense, oui. Ça marche. Sinon, on va être un peu juste. Bien sûr. Ok, je comprends. Ouais, j'ai même pas le temps pour les questions, j'ai trop parlé. Oui, un petit peu. Ah, je suis désolée. Comme toujours. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas grave. En plus, on a C'est posé, intéressant. on a posé un peu de questions en même temps, donc c'est nickel. J'aurais dû me chronométrer, pardon. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu peux lancer la musique. Oui, bien sûr. Alors, du coup, complètement sans transition, avant de laisser Stéphane vous parler de Space Opera avec Valérian, donc un petit cadeau pour vous mettre dans l'ambiance avant d'aller voir l'adaptation de Luc Besson. Une musique extraite d'un film cultissime de Luc Besson, Le 5e élément, avec la Diva Dance.
Et nous sommes de retour sur Radio Boomerang 89.7 FM. Eh bien, maintenant que vous êtes bien imprégné de science-fiction, je me permets de me diriger vers un autre type de bande dessinée, un peu plus adulte cette fois-ci. Débutons ainsi ma petite chronique sur Valérian. Valérian, donc, est une bande dessinée créée par le scénariste Pierre Christine, le dessinateur Jean-Claude Mézières et la coloriste Evelyne Tranlé. D'abord parue chez Pilote en 1967, elle est éditée en 1970 sous forme d'album. Je vais ici tenter de vous faire découvrir l'univers sans vous spoiler un quelconque élément du scénario. En effet, un film réalisé par Luc Besson sortira dans la première moitié de l'année 2017, et pour être honnête, le but de ma chronique est clairement de vous inciter à aller le voir. Rien que parce que Cara Delevingne y joue le rôle de Roline, et que Cara Delevingne, ça déconne zéro. Voilà. Mais quel beauf. Ça va, il a essayé d'être subtil. Oh, le châssis, quoi. Valérian, donc, est un des agents du service spatio-temporel de Galaxity, la capitale terrienne d'un gigantesque empire galactique. Nous sommes bien sûr dans le futur, et l'action se déroule au XXVIIIe siècle. Le but de ces 10 agents est de se déplacer dans le temps et l'espace afin d'accomplir des missions ordonnées par Galaxity. Alors évidemment, les déplacements temporels sont contraints à certaines règles. Il est notamment formellement interdit de modifier des éléments du passé. Impossible d'aller tuer Hitler juste pour voir ce que ça fait, parce que ça crée des bouleversements dans la trame temporelle. Cette structure narrative permet d'inviter nos héros et leurs lecteurs à voyager. C'est donc l'un des maîtres mots de cette BD, qu'est le voyage. Que cela soit sur de nouvelles planètes ou dans des contextes historiques particuliers, Valérian et Laureline vivent des aventures incroyables qui nous permettent de découvrir à chaque fois de nouvelles choses, des peuples, des contextes ou autres. Bien, j'arrête dès maintenant cette légère introduction au monde de Valérian pour vous parler un petit peu de Luc Besson. Pourquoi ? Parce que Luc Besson a sorti un film, il y a 2 ans, il me semble, qui s'appelle Lucie. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Ce qui ne me va pas du tout d'ailleurs, c'est l'accueil critique qu'a reçu ce film. Alors, bien sûr, ça reste un film, je comprends très bien qu'on puisse apprécier ou non telle ou telle œuvre, mais il me semble que des gens ont été voir un film de science-fiction sans comprendre ce qu'on attend d'un film de science-fiction. Et donc, je vais essayer à ma manière, de vous expliquer et de vous introduire à la science-fiction. Car si vous n'aimez pas cette science-fiction, effectivement, ça ne sert à rien d'aller voir Valérian. Vous allez y retrouver des choses que vous n'aimez pas dans Lucie ou que vous pouvez ne pas aimer dans Star Wars, par exemple. Donc, Lucie raconte l'histoire d'une jeune femme incarnée par Scarlett Johansson, qui, suite à l'ingestion involontaire d'une nouvelle drogue particulière, va développer les capacités de son cerveau jusqu'au 100%. Et donc le film, en fait, se déroule selon cette trame où on va avancer de pourcent en pourcent et on va voir à chaque fois les capacités qu'elle débloque. Bon. La critique principale qui a été faite à cette œuvre, c'est que on ne peut pas utiliser le cerveau à 100%, ou alors quand on le fait, c'est quand on est endormi, etc., on ne simule pas les mêmes zones, ou bien même, et ce qui est vrai aussi, c'est que certaines zones du cerveau, par exemple, peuvent servir à régénérer d'autres parties qui ont été détruites. Bon, jusque-là, tout va bien. Effectivement, d'un point de vue scientifique, le film est faux. C'est-à-dire que si on était capable d'utiliser notre cerveau à 100%, on ne serait pas capable de voir l'intégralité de l'univers, de maîtriser le voyage spatio-temporel ou d'autres choses absolument fantastiques. Mais c'est là justement le point principal de la science-fiction, c'est que c'est une fiction. C'est-à-dire que dans science-fiction, il y a science et fiction. On peut même dire que c'est la fiction mise en science, ou la science mise en fiction. C'est-à-dire qu'on va utiliser des éléments peu connus du public, voire complètement méconnu. Alors, complètement méconnu. Je vous invite à lire La stratégie d'Ender et la description qu'il est faite de l'arme de destruction massive qu'est le Petit Docteur. Ça s'étale sur 3 pages et je vous prie de croire que, à moins d'avoir un doctorat en génie chimique, vous ne comprendrez absolument rien.
Donc, pour en revenir à ce que je disais, voilà, c'est de la science-fiction. C'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, dans Star Wars, quand on entend des vaisseaux tirer des missiles, ça fait des espèces de piou-piou. Ou alors... Incroyable. Ça, c'était Stéphane imitant le vaisseau dans Star Voilà, Wars. et n'oubliez pas mon spectacle bientôt. Non, c'est une blague. Juste avec des onomatopées. C'est une blague. Ou alors quand des vaisseaux se mettent à tomber dans l'espace, effectivement, bien sûr, il n'y a pas de gravité. Quand des vaisseaux explosent, évidemment, les explosions sont impossibles dans l'espace. Mais peu importe, ce n'est pas ça qu'on demande aux spectateurs. D'ailleurs, si on prenait un autre exemple, dans Harry Potter, eh bien, des sorciers utilisent des baguettes magiques. Ah, et oui, des sorciers utilisent des baguettes magiques. Et je suis persuadé que si j'utilisais une baguette magique maintenant, eh bien, je ne ferais pas de magie. Mais quand vous regardez Harry Potter, vous êtes d'accord, il y a une espèce d'accord conscient entre vous. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Vous vous mettez d'accord avec l'heure, on va appeler ça comme ça, pour dire, ok, ces gens-là font de la magie, j'accepte ça. Donc, il faudrait que, quand on se met dans une œuvre de SF, c'est plus compliqué parce qu'on parle plus de science, on essaie plus de rationaliser ce qui se passe. À ce moment-là, il faut aussi se dire, d'accord, ce qu'on m'explique n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément possible, ce que je vois n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément possible, c'est une fiction, mais je l'accepte telle qu'elle est. Et donc, je vous laisse maintenant débattre. C'est parti. Un truc qui est vraiment louable par rapport à Lucie, c'est que Lucie, c'est un film d'auteur. Parce que Luc Besson est un auteur. Un auteur au sens où un auteur au cinéma, et d'ailleurs dans tout autre domaine, un auteur c'est quelqu'un qui crée une œuvre originale, qui a des thèmes récurrents et des effets visuels identifiables. Donc Luc Besson, c'est vraiment un auteur. Et c'est louable parce que dans le cinéma grand public qui fait beaucoup d'entrées en salle, on n'a que Nolan ou Tarantino qui parvient à arriver à ce niveau-là, quoi. Donc déjà, ça c'est, Luc Besson, c'est déjà une espèce d'anomalie dans le cinéma, mais une anomalie qui fait du bien, quoi. Et autre chose d'ailleurs, j'ai oublié de le dire puisque j'étais lancé dans ma diatribe, mais donc allez voir Valériane. Si vous êtes non, véritablement. Si avec ce que je vous ai dit, vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu compris la manière d'appréhender la science-fiction, et je suis persuadé que vous avez compris, vous avez toutes les armes en main pour pouvoir apprécier un film de science-fiction et donc d'aller voir Valériane. Et si vous n'aimez pas particulièrement la science-fiction, allez quand même voir Valériane, parce que ça sera un film qui s'annonce divertissant et vous passerez forcément un bon moment. On ne touche pas d'argent. Oui, on va en demander, je tiens à le dire. Il y a le châssis de Cara Delevingne qui mérite toute votre attention. Mais sinon, par rapport à ce que tu disais, oui, les vaisseaux qui tombent dans l'espace et tout ça, fallait arrêter ? Non, du coup, je sais que le trio de choc est allé voir Rogue One il y a quelques temps. Et j'en parle tout à l'heure. Ah, d'accord, pardon. Évidemment. Non, mais parce que justement, au niveau des vaisseaux qui tombent dans l'espace, ça va pas me déranger, mais au niveau des... Je sais pas, de la... On va dire, par exemple, détruire les archives de l'Empire, toutes les archives, pour empêcher la mission, on peut se poser la question. Ça m'a pas particulièrement choqué sur le moment, mais il y a des personnes autour de moi qui ont réagi en disant mais c'est débile. Et pour eux, ça invalidait presque le film. Ça a rien à voir avec le contexte de la science-fiction. C'est juste que les responsables sont des abrutis. Mais à partir du moment où, dans un univers, on peut voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière sans être désintégré, je pense qu'on peut accepter pas mal de choses. Alors, d'ailleurs, à propos de vitesse de la lumière, je trouve 2 secondes. Je vous conseille l'exoconférence d'Alexandre Astier. Alexandre Astier. Voilà. Et on vous jure qu'on ne touche pas d'argent. Fleur glisse sur sa chaise, lentement. À cause de quoi ? Pardon. Qui est donc un monsieur très bien et qui parle de la vitesse de la lumière avec brio. Et notamment, il vous expliquera ce que ça fait que de croiser ne serait-ce qu'un quelconque grain de poussière à vitesse lumière. Vous allez voir, ça fait des étincelles. Oui, c'est assez incroyable. Il fera exploser un bris de mots aussi. Ça vaut le coup d'œil. Un quoi ? Vous avez jamais vu exploser un bris de mots ? C'est un fromage. Ah, un bris de mots. Non. Un bris. Tu pensais à bris de mots, genre une émission, tu vois. Non, je pensais que c'était un mot à part entière. BIRDMO. Un bris de mots. Achetez tous un bris de mots. Ça fait plus peluche là pour le coup. 47,99€ chez Lidl. Alors. Le bris de... Bon, on va s'arrêter là. Mais juste, oui, ce que tu disais sur Valériane, le voyage dans le temps, aller visiter différentes périodes et ne pas aller tuer Hitler, ça m'a fait penser à Doctor Who. Parce que dans Doctor Who, on fait énormément de voyages dans le temps, etc. Et la première chose qu'un des personnages, la première réaction d'un des personnages quand on lui dit tu peux voyager dans le temps, qu'est-ce que tu fais ? C'est Let's kill Hitler.
allez, on va tuer Hitler. Et enfin, c'est vrai que ça peut venir à l'esprit de beaucoup de monde. Et donc du coup, c'est marrant parce qu'on a deux mondes, enfin deux univers différents où l'un ose tous les fantaisies, donc Doctor Who, et Valerian qui est peut-être un peu plus sérieux à ce niveau-là, du coup. Oui, je suppose. Bon, je me permets de couper court au débat rigolo afin de vous rediriger dans une ambiance un peu plus cinéphile avant de laisser ma place à Louis pour son bilan cinéma. Et donc, profitons tous ensemble d'un des génies du rap français, encore un peu méconnu malheureusement, avec le morceau Hymne au cinéma d'Hippocampe Fou. Et nous revoici. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang 89.7 dans Scriptonite, émission de littérature jeunesse et de culture pop. Je vais me faire taper sur les doigts. Alors, fini la BD,
Car comme le dit Hippocampe Fou au début de la chanson Hymne au cinéma qu'on vient d'écouter, le cinéma je m'y sens chez moi, je ne pourrais pas vivre sans me glisser dans ses draps. Et pour moi aussi le cinéma est une deuxième maison, donc c'est en tant que cinéphile et cinéphage que je viens vous présenter mon bilan cinématographique de l'année 2016. Alors, je vois beaucoup de films, une petite centaine pour 2016 par exemple, mais je ne vois pas tous les films qui sortent. Il ne s'agit pas là d'un résumé exhaustif, mais d'une sélection partielle et partiale de longs métrages que j'ai vus en salle au cours de l'année et que je souhaite mettre en lumière pour une raison ou pour une autre. A noter également que ce bilan m'est personnel, qu'il ne reflète que mon regard de dilettante sur l'année écoulée et pas une vérité générale. Préparez-vous à un quart d'heure de superlatifs. Dernière précision avant d'attaquer, certains des films dont je vais parler sont sortis en 2015 dans leur pays d'origine, mais je prends en compte uniquement la date de sortie dans les salles françaises. Fin du préambule, allons-y. Okay. Alors, 2016, au cinéma, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord 6 films de super-héros. 6 films, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. 6 films dont 4 issus de l'univers Marvel et 2 de l'univers DC pour simplifier. 6 films dont aucun n'est pleinement satisfaisant selon moi. Doctor Strange était un film sympathique, Deadpool était bon et drôle mais en deçà du potentiel qu'il offrait, X-Men Apocalypse était raté, Civil War était un supplice de 2h30 où mon ennui posait délicatement sa joue sur l'épaule de mon indignation, Suicide Squad était la matérialisation du mot gâchis, et Batman v Superman était bancal, souffrant d'un système qui a atteint ses limites et qui l'obligeait à raconter beaucoup trop de choses en même temps, la faute à un cahier des charges démesuré. Voilà, je parle ici que de la version cinéma. J'ai pas vu la version longue, donc je lui laisse le bénéfice du doute à ce niveau. Donc parmi tout ça, aucun grand film, ou même aucun film marquant qui ressort de cette année 2016, ce qui me fait porter un regard assez pessimiste sur l'avenir des franchises super-héroïques, puisque Marvel prouve sa détermination à continuer dans son fonctionnement de film fast-food, aussitôt avalé, aussitôt digéré et oublié. Et pire, DC semble emprunter un chemin similaire et renoncer à son identité pour se fondre dans le moule très rentable du mainstream. 2016 pour les super-héros c'est donc plutôt bof, voire carrément mauvais, et ça n'annonce rien de bon pour la suite, sachant que Marvel a prévu ses films jusqu'en 2020, autant vous dire qu'on va continuer à en bouffer. Le vrai problème, c'est que les gens, dont moi, je jette pas la pierre aux autres, les gens continuent à aller voir ces films. Les gens continuent à aller voir ces films en salle, et donc on continue tous à glisser un petit billet dans la fente d'une machine qui ne sera jamais remise en doute tant qu'elle générera autant d'argent, et ça fait un peu peur. Bon, dans les grosses sorties 2016, difficile de ne pas évoquer Rogue One, A Star Wars Story, premier spin-off de la saga. Et que dire à part que ce film m'a comblé. J'ai l'impression d'avoir vu, en plus d'un excellent film, un grand Star Wars. Que dis-je ? Le meilleur Star Wars ? Je ne vais pas me faire que des amis sur ce coup. Mais peu importe, ce film a joué une magnifique symphonie sur les cordes de ma fibre de fan. Et j'en suis sorti bouleversé, comme si j'avais vu un rêve s'accomplir à l'écran. Et pourtant, mes attentes étaient très hautes. Ce qui me permet d'enchaîner sur un autre film dont j'attendais beaucoup et qui ne m'a pas déçu lui non plus. The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, que l'on ne peut que qualifier de grand film, en cela qu'il provoque un appel d'air bienvenu sur la conception du blockbuster hollywoodien. Il prouve qu'un film peut fonctionner au box-office, tout en offrant une expérience de cinéma très contemplative, viscérale, au parti pris esthétique tranché. Tout comme Mad Max Fury Road avait prouvé l'année dernière qu'on pouvait réaliser un blockbuster essentiellement avec des effets pratiques et non des effets spéciaux, The Revenant prouve qu'on peut sublimer une image avec la lumière naturelle, plutôt qu'utiliser de la lumière artificielle. Cela fait donc 2 grands films coup sur coup, année sur année, qui démontrent une forme de suprématie de l'authentique, et ça ne peut que faire du bien aux productions hollywoodiennes botoxées aux effets spéciaux. Dernière grosse sortie dont je parlerai, avant-dernière, mais j'en garde une pour la fin, vous ne m'en voudrez pas. Donc avant-dernière grosse sortie de 2016 qui a explosé tous les records au box-office et qu'a évoqué Pierre tout à l'heure, Zootopie. Disney revient avec un film d'animation vraiment réussi, en tout point, que ce soit dans son esthétique, ses messages, son scénario, ses personnages. On a beau ne pas être au niveau de la claque qu'a été vice-versa, ça reste de la belle ouvrage. D'ailleurs, Disney n'a pas chômé puisque le studio nous a balancé 2 classiques d'animation sur la même année, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Avec, en toute fin d'année, Vaiana, la légende du bout du monde, film très correct lui aussi, même s'il m'a moins emballé, on va dire. Niveau film d'animation, Pixar a un peu moins brillé cette année, on peut pas être génial à tous les coups, même si Le Monde de Dory est une suite qui, moi, m'a pas mal plu. Bon allez, après ce détour par les mastodontes du box-office, penchons-nous sur ce qui nous intéresse vraiment, quelques films moins connus, au succès plus modeste, voire inexistant, mais qui méritent toute votre attention. Restons dans le cinéma d'animation avec une très bonne surprise de 2016, Angry Birds, l'adaptation du jeu vidéo sur mobile. Alors franchement, ça partait très mal pour ce film et moi. J'y allais très peu convaincu et au final, je me suis retrouvé face à un excellent film d'animation pour enfants, où les adultes peuvent largement trouver leur compte également. L'animation est belle, le rythme est dynamique, les personnages sont assez bien construits, et merde, qu'est-ce que j'ai ri devant ce film. Enfin, Angry Birds n'a rien à envier à des films comme Shrek ou L'Âge de glace par exemple. Vous connaissez tous vaguement, je suppose, le principe d'Angry Birds, qui consiste à envoyer des oiseaux vénères sur des constructions où se trouvent des cochons verts. Ouais, c'est ça le principe d'Angry Birds. Et ce qui est génial dans ce long métrage, c'est qu'il parvient à amener subtilement le gameplay du jeu,
comme quelque chose de nécessaire, qui s'inscrit très naturellement dans l'histoire. Dans ce film, vous allez voir des oiseaux être balancés sur des architectures où se trouvent des cochons, et ça vous semblera très logique, tant c'est amené et justifié intelligemment. Donc voilà, donc j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui m'a franchement fait rire, et devant lequel je me suis éclaté comme c'est trop rare au cinéma. Dans un tout autre registre, parlons d'Anomalisa, réalisé par Charlie Kaufman et Duke Johnson. Point commun avec le film précédent, il s'agit d'un film d'animation, et c'est bien la seule chose qu'ils ont en partage, vous allez voir. Anomalisa utilise la technique du stop motion, qui vous est probablement familière. Enfin, il s'agit de faire bouger des objets ou des mannequins, par exemple, en image par image, comme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, notamment, pour le plus connu. Cette technique se fait rare au cinéma, à mon goût, surtout à destination des adultes, car Anomalisa est très clairement un film d'animation pour adultes, et ça aussi, c'est relativement introuvable en salle. Ça nous raconte l'histoire de Michael Stone, quinquagénaire accompli mais à la vie tristement banale. Ce dernier passe une nuit à Cincinnati pour intervenir dans un congrès, et le film nous donne simplement à voir la nuit qu'il passe dans son hôtel. Anomalisa, c'est typiquement le genre de film qui nous retourne, dont on sort totalement chamboulé. Anomalisa, c'est typiquement le genre de film qui prouve que le cinéma n'a pas à être une expérience agréable pour être apprécié. Parce qu'Anomalisa, ça dérange, ça met mal à l'aise. Anomalisa, ça nous plonge dans le mal-être d'un homme, dans l'étouffante banalité de sa vie. Et le style visuel qu'est le stop motion, dans l'étrangeté de ses mouvements et de ses effets, vient illustrer le côté perturbant de cette non-vie et de cette dépression dans laquelle Michael est enfermé. Ce qui me fait un peu penser d'ailleurs à la page blanche, avec l'idée d'être étranger à sa propre vie. C'est vraiment une expérience spéciale que je vous propose avec Anomalisa, qui pourra vous déplaire, mais prenez les risques sincèrement. Ce film ne vous laissera pas indifférent, et il a de très fortes chances, selon votre vécu, d'avoir une résonance en vous, de vous prendre aux tripes, même très longtemps après le visionnage. Et ça aussi, c'est suffisamment rare au cinéma pour être salué. Et dommage que ce genre de film ne fasse pas davantage bruire ses fuseaux au milieu du tumulte hollywoodien. Continuons sur la lancée des films bouleversants avec Demolition, réalisé par Jean-Marc Vallée. Alors définitivement, Jake Gyllenhaal, ou plutôt Jake Gyllenhaal, parce que je suis très sérieux, c'est comme ça que ça se prononce. Jake Gyllenhaal, c'est suédois. Bref, soit ce mec transforme tout ce qu'il touche en or, soit il ne touche qu'à de l'or, mais il devient un gage de qualité peu importe le projet dans lequel il s'implique. Demolition, ça nous raconte donc l'histoire de Davis, joué par Jake Gyllenhaal. Maintenant que je sais le dire, franchement c'est très 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 drôle une fois qu'on sait le dire. Alors donc Davis, qui perd sa femme, ça c'est moins drôle, qui perd sa femme dans un accident de voiture, et qui va vivre son deuil de manière assez particulière, tout simplement puisqu'il ne va rien ressentir suite à ce drame. Demolition, comme Anomalisa, ça nous parle de dépression, et ça nous présente le parcours d'un homme qui va tenter de se sortir de cette spirale de néant par la démolition, par la déconstruction d'objets, comme des machines en tout genre, pour les décortiquer, les analyser, les comprendre, mais également la déconstruction de sa vie. En parallèle de tout ça, il fait des rencontres que je vous laisse découvrir, puisqu'elles font partie intégrante de l'intérêt du film. Et à travers une mise en scène et une écriture toujours élégante et intelligente, Demolition nous offre une histoire magnifique, et s'avère être un long métrage à fleur de peau, profondément sensible et humain. Alors, on vient de parler d'un film à l'esthétique sobre et à l'histoire poignante. Passons maintenant à son extrême opposé, avec The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Aussi un homme au nom assez compliqué, mais une fois qu'on sait le dire, c'est très satisfaisant. Donc Nicolas Winding Refn, réalisateur de l'excellent Drive, entre autres. Alors, The Neon Demon présente simplement le personnage de Jessie, une jeune femme qui va essayer de se faire une place dans le milieu du monde de la mode, dans le milieu de la mode et du mannequinat. Seulement, Winding Refn est un formaliste, et ce postulat scénaristique est prétexte à un trip visuel véritablement incroyable. Winding Refn confirme ici son statut d'esthète, de cinéaste plastique, au sens du plan, de la couleur et de la lumière terriblement aiguisée. The Neon Demon, c'est une vraie expérience sensorielle, magnifiée par les nappes de musique envoûtantes de Cliff Martinez. Alors attention, ce n'est pas un long métrage à mettre devant tous les globes oculaires, et là je fais des gros clins d'œil parce que ceux qui l'ont vu comprendront. C'est un film jusqu'au boutiste, parfois trash, parce qu'un film de Winding Refn sans effusion de sang, c'est comme un film de Michael Bay sans explosion. Ça n'existe pas. Et ça peut totalement déplaire, faut se mettre d'accord là-dessus. The Neon Demon, ça peut totalement déplaire. Mais personnellement, alors le film m'a légèrement déçu dans son dernier acte, parce que j'ai trouvé qu'il lançait beaucoup trop de pistes sans jamais les exploiter. Mais ça reste un film unique, un film que j'ai beaucoup apprécié, et surtout au sens esthétique et plastique du terme, un des plus beaux films que j'ai vu en 2016, voire un des plus beaux films que j'ai vu tout court, n'ayons pas peur des mots. Et l'année 2016 a été également généreuse en bons films de science-fiction, avec Rogue One comme je le disais, mais également avec Premier Contact de Denis Villeneuve, excellent film de SF très posé, très finement écrit et particulièrement beau. Je passe rapidement sur celui-là parce que le film de SF sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est 10 Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg. Ça s'inscrit dans la franchise Cloverfield, mais pas d'inquiétude, vous pouvez totalement vous dispenser d'avoir vu Cloverfield pour regarder celui-là. 10 Cloverfield Lane nous présente une jeune femme qui se réveille dans un bunker après un accident de voiture, en compagnie de deux hommes, dont l'un est le propriétaire des lieux,
et lui affirme l'avoir enfermée pour la protéger d'une menace inconnue qui ravage la surface de la Terre. Je ne raconterai pas plus, parce qu'il faut découvrir le film en connaissant le moins de détails. Mais ce film est un vrai bijou de tension, un thriller claustrophobique à la mise en scène furieusement inventive et efficace. Le thriller de l'année à mon goût, jetez-vous dessus les yeux fermés. Mais ouvrez-les quand même quand le film commence. Alors, avant de vous parler de mon coup de cœur de l'année, arrêtons-nous sur le cinéma sud-coréen qui a été très généreux en bons films en 2016, mais arrêtons-nous plus spécifiquement sur Mademoiselle de Park Chan-wook. Le film prend place dans un contexte de relations tendues entre la Corée du Sud et le Japon dans les années 30 et se concentre sur Suki, jeune coréenne embauchée comme servante auprès d'une riche japonaise, Hideko, ou Mademoiselle qui donne son titre au film. C'est très compliqué de résumer ce film, parce que c'est même compliqué de le caractériser. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le genre qui lui est attribué sur Wikipédia, à savoir un thriller psychologico-érotique. Et c'est clairement ça, en fait. C'est une histoire d'amour, souvent très érotique, très très érotique, sensuelle, sensorielle, sur fond de manipulation et de trahison. Regardez ce film, vraiment. C'est d'une puissance et d'une majesté extraordinaire, ça déborde d'émotions, et c'est d'une beauté scénographique saisissante. Laissez-vous surprendre par ce film, j'ai même envie de dire, laissez-vous séduire par ce film. Mais il est maintenant temps de vous parler de mon film de l'année, les 2h40 que j'ai préférés sur plus de 200 heures passées dans les salles obscures en 2016. Un grand film, une grosse sortie du tout début d'année, j'ai nommé Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas un fanboy de Tarantino, ce n'était que le deuxième film du bonhomme que je voyais à l'époque, même si je me suis rattrapé depuis. Et c'est donc assez objectivement que je me suis lancé dans le long métrage. Et quelle claque! Le mot est fort, mais selon mon point de vue, j'estime que ce film est parfait. Casting, musique, mise en scène, découpage en chapitres, écriture du scénario, des dialogues et surtout l'ambiance, tout est parfait. Un film qui vous transporte, un film qui, quand vous y repensez, vous expédie instantanément dans son univers, qui vous fait oublier tout ce qui vous environne. C'est précieux un film comme ça, c'est vraiment très précieux. L'atmosphère de ce film me transcende, j'ai envie de me blottir dans ce film comme dans une couette chaude. Un des rares longs métrages où je peux employer le mot de génie sans que ça soit hyperbolique, mais bel et bien pondéré de ma part. Ce film est génial et je ne peux que vous le recommander. Plongez dedans. Si vous aimez Tarantino, vous ne m'aurez pas attendu, mais si vous n'êtes pas familier de son univers, Les 8 salopards sera une très bonne porte d'entrée dans ce dernier. Et il est temps de conclure ce bilan cinéma de l'année 2016. 2016, c'est donc mitigé en ce qui concerne les productions super-héroïques, et ça laisse un avenir plutôt moche et plutôt inquiétant se profiler de ce côté. Mais 2016, c'est aussi porteur d'espoir, puisque c'est beaucoup de bons, voire de très bons films dans l'ensemble des grosses sorties, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça montre que le cinéma qui attire du monde en salle peut produire des œuvres de qualité malgré tout. Mais surtout, 2016, c'est énormément de films de petite ou moyenne ampleur, excellents, qui méritent qu'on s'y intéresse. J'espère avoir éveillé votre curiosité à leurs propos, j'espère que vous laisserez une chance à quelques-uns d'entre eux, et je vous souhaite de passer d'aussi bons moments devant que moi j'ai pu en passer en salle. Ça aura donc globalement été une très bonne année de cinéma, très riche, très intense parfois, plus que ne l'a été 2015 je pense, et je compte sur toi 2017 pour relever le défi de faire mieux. Et voilà. Je laisse donc la parole à Flore, puisque nous allons commencer maintenant un petit tour de table, puisque nous aussi nous allons au cinéma. Nous aussi, nous aimons des films et nous allons chacun à notre tour vous parler de nos coups de cœur de cette année 2016. Alors, moi, je vais pas souvent au cinéma, mais j'ai vraiment été... y a un film qui m'a vraiment marqué, c'est Divine. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Ouais. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film de la réalisatrice donc Ouda Benyamina, et qui est sorti le 31 août 2016, j'ai vérifié. Et en fait, à la base, le titre, il me tentait pas forcément parce que ça me fait penser un peu au côté starlet, paillettes, enfin divine, Ouais. Ça me faisait penser à ça. Tout ce qui brille, etc. Et en fait, pas du tout, du tout. C'est un film sur la pauvreté. C'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Dounia et qui est jouée par Oulaya Benyamina. Et d'ailleurs, elle est magnifique, cette actrice. Et donc, son rêve à cette gamine, c'est de devenir riche pour prouver qu'elle vaut quelque chose dans cette société. Elle habite dans un taudis. Dans un taudis. Non, mais même, dans des bidonvilles, quoi. D'accord. Et du coup, elle va se mettre à bosser pour Rebecca, une dealeuse. Et du coup, elle va être prise dans ces machineries-là, quoi. Et c'est très dur, c'est un film très dur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai vraiment adoré. C'est que déjà, il est très bien filmé et les acteurs et les actrices sont super.
La psychologie des personnages est vraiment bien approfondie, et surtout les relations amicales et familiales entre les personnages. Il y a une amitié qui est magnifique entre Dounia et donc sa meilleure amie, qui est vraiment très belle et qui est au centre de l'histoire. Et pareil, des scènes très jolies où Dounia contemple un danseur, elle l'espionne en fait. Et c'est super beau, c'est super sensuel, et voilà, donc un très beau film pour toutes ces raisons. J'ai raté ça, quel dommage. Après, 200 heures au cinéma, et t'es pas foutu d'aller voir Divine. 209 heures précisément, ça fait 8 jours et demi. Oui, je compte. C'était donc là que tu étais tout ce temps. Mais oui, vous ne m'avez pas vu. Je suis sorti de ma grotte. C'est le monsieur avec son plaid et sa tante quechua dans le cinéma. Pardon. Donc Marie, Oui. nous t'écoutons. Alors moi, vous allez sûrement me taper sur les doigts parce que j'ai un peu oublié de faire mes devoirs pour ça. J'ai un peu zappé et je me rends compte que 2016, ça n'a pas été une année du tout cinéma pour moi. J'y suis très peu allée. Mais par contre, j'ai songé à un film. Et alors par contre, il va falloir me confirmer si c'est 2016 ou pas. Mais je pense. Je te dirai. on s'en fiche. C'est Les Dissociés qui a été diffusé alors, en fait je crois qu'il est sorti sur fin d'année Internet. 2000. Il est sorti fin d'année en 2015, hein. Mais C'est on ça. peut en parler parce que ça me fait plaisir qu'on en parle. Oui, parce que c'est un tour de force absolument incroyable. Donc Voilà. vas-y. Non, mais du coup, en fait, je me sens absolument pas apte pour le cinéma. C'est pas mon média de Mais prédilection. qu'est-ce qui t'a plu, quoi, voilà. Ah, non, mais qu'est-ce qui m'a plu les acteurs, je les ai trouvés formidables. J'ai trouvé que ouais, c'est ça, les Suricates, Gros cul. en fait, les Suricates qui sont un groupe de comédiens qu'on pourrait poser quand même plus du côté de l'humour et qui ont collaboré avec Golden Moustache, mais qui voilà, ils avaient réalisé un moyen métrage qui s'appelait déjà Le Fantôme de Le Merde. Fantôme de Merde, Excellent. Ah qui est- ouais, qui est je l'ai super. adoré aussi. Ouais. qui est super. Regardez ça dure 25 minutes, un truc comme ça, mais ça résume en 25 minutes tous les actes qu'un film fait en 1h30. Donc c'est vraiment Alors génial. je précise un instant pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est donc disponible sur la chaîne YouTube Golden Moustache Sur et iCat. c'est complètement Totalement gratuit. Ouais. C'est un film et un court-métrage qui sont complètement gratuits. Donc vous pouvez les voir quand ça vous chante. C'est ça, tout à fait. Et du coup, au niveau du pitch des Dissociés, donc c'est en gros des personnes qui vont savoir détacher leur âme de leur corps et qui vont pouvoir les échanger. Et puis avec des personnes plus ou moins douées qui vont pouvoir contaminer les corps des autres gens, en prendre le pouvoir et tout ça. Il va y avoir un grand méchant et tout ça. Il y a des aspects peut-être un peu Cliché peut-être. attendus, téléphonés, mais en fait, Mais ça va. ça m'a même pas. En fait, ça m'a fait plaisir. C'est ça. Il y a eu un côté bonbon de ce film. Voilà, j'aime ce type de chocolat-là, ce type de bonbon-là, je l'ai eu. Mais en plus, j'étais surprise agréablement et Oui, je me oui. suis dit, waouh, putain. Et Et puis en soi, ça utilise Et, un principe de fiction qui ouais. est très simple, mais du coup qui est juste brillant pour le manque de moyens qu'ils avaient en fait. Parce que du coup, c'est totalement simple. On touche une personne et on échange de corps. c'est ça. Et du coup, à image, c'est très simple à représenter, mais ça fonctionne quoi. Et puis il y a des choses qui sont assez audacieuses et que finalement on n'aurait peut-être pas vu au cinéma ou à la télévision. C'est tout bêtement, j'ai trouvé assez bien géré l'échange d'âmes d'une petite fille qui se retrouve dans le corps d'un gros bonhomme barbu. Alors ça, j'oublie son nom. c'est... Qui est Vincent Tirel. Voilà. Vincent Tirel est un génie. Ouais. C'est tout. On peut C'est, le dire. voilà. Tout comme Nicolas Bernot. Voilà. Des bisous à vous tous, comme s'il nous Oui. écoutait. Je les Engagez-nous. adore. Voilà, ça m'a énormément touchée en fait. J'y ai cru complètement. C'était pas gagné, voilà. Non mais je suis content qu'on puisse en parler parce que c'est bien qu'avec si peu de moyens et sur la plateforme YouTube, on montre que la création vidéaste puisse en arriver à des choses aussi abouties quoi. Pierre, Pierre, à toi. c'est ton tour, nous t'écoutons. Nous sommes toutes oui. Alors, tu me fous une pression monstre. Incroyable. Alors pour ma part, il est évident que j'allais dire que Rogue One était mon coup de cœur, étant donné que je suis un fan inconditionnel de Star Wars et que je ne peux que clamer mon amour pour cette saga. Mais je vais laisser cet amour inconditionnel de côté sur le coup. Mon coup de cœur cinéma de l'année a été Premier Contact de Denis Villeneuve. Je suis passé rapidement dessus donc tu peux te faire plaisir. Merci. Pour moi, c'est un très très bon film de science-fiction qui est très intelligent et qui nous change des conneries du genre Independence Day, parce que je crois qu'il y a en plus la suite d'Independence Day qui est sortie récemment. Qui était très bof. Ouais, on peut dire que c'était de la merde. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un film de science-fiction qui pose de vrais problèmes qu'on pourrait réellement rencontrer. Bon, après, j'espère évidemment voir un jour un ovni
descendre du ciel, mais on pourrait éventuellement rencontrer ce genre de problème et il est intelligent. Je vous encourage à aller voir le film, je ne ferai pas de spoil ici. Je vous encourage aussi du coup à voir un autre film de science-fiction dans la lignée de Premier Contact qui s'appelle lui juste Contact de Robert Zemeckis qui est sorti il y a une bonne vingtaine d'années je pense, ou peut-être plus une quinzaine d'années. Et pareil, qui nous présente une rencontre avec un papa, avec des extraterrestres, d'une manière très intelligente, en posant d'excellents problèmes, en l'occurrence aussi, par exemple, le problème de la religion, et du fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et qu'il faut accepter ce concept, et qu'il faut accepter ce fait, et qui nous montre les difficultés que peuvent avoir certaines personnes à accepter le fait que Dieu ne nous a pas nécessairement créés à son image et qu'il y en a d'autres dans l'univers qui pensent sans doute totalement d'une façon opposée à la nôtre. Avec au casting Matthew McConaughey qui a aussi un nom qu'on est très content de pouvoir prononcer ensuite, comme Jake Gyllenhaal. Bravo Louis. Et donc, je vais terminer en parlant à nouveau de The Neon Demon. Je sais, ça a déjà été énoncé par Louis, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire en vous en parlant d'une autre manière peut-être. C'est-à-dire que The Neon Demon, je ne vous conseille presque pas de le voir, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il ne passe plus dans des salles de cinéma. Et je pense que pour apprécier The Neon Demon, il faut le voir au cinéma. Il est hors de question que vous regardiez ce film en streaming avec une qualité dégueulasse. C'est inadmissible. C'est une véritable expérience cinématographique. Il faut se plonger dans le noir avec des basses gigantesques et une qualité d'image parfaite pour pouvoir apprécier cette expérience. Ce n'est pas un film, on ne raconte pas une histoire. Ou alors, si histoire il y a, elle n'est que prétexte. Vous allez vivre une expérience. Vous allez sentir votre corps vibrer en même temps que les basses. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. Et tout ça pour dire que c'est un cinéma qui est très particulier. C'est-à-dire que c'est un cinéma d'expérience et qui va vous parler de beauté. Alors effectivement, on parle du milieu du mannequinat, donc ouais, des femmes magnifiques, bien sûr, mais pas que. C'est aussi la beauté du plan. La beauté de ce qu'on va montrer à l'écran, en fait. La beauté des lumières, de comment elles sont mises en jeu. C'est aussi la question de la symbolique. Donc, on le sait, Winding Refn, c'est le réalisateur au néon. Hein. On l'a vu dans... Là, c'est l'aboutissement total de ça. Ouais. Voilà, c'est ça. On l'a vu dans Drive. Et donc, voilà. Tout est symbole. Sauf que c'est peut-être grossier, mais c'est voulu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des symboles qui vont être lentement amenés dans l'histoire, etc. Non. Le symbole, il est là. C'est au moment où c'est intéressant, on le montre. Une panthère dans la chambre, paf, symbolique. Voilà. C'est comme ça que ce film fonctionne. Et donc, je vais malheureusement devoir vous laisser, car le temps file. Notre émission touche à sa fin. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à liker notre page Facebook Scriptonite ou à nous suivre sur notre Tumblr. Nous vous signalons aussi qu'un site internet est en fin de construction et nous vous invitons à le visiter pour découvrir les membres de notre émission ou des articles complémentaires à nos propos. Donc le site c'est bien sûr scriptonite.fr. Il est tout beau, tout propre, tout neuf. Allez, tout le monde, on fait des bisous. Oui, et un gros bisou à Greg qui fait son stage chez Le Lombard, qui est expert BD, qui pouvait pas être là aujourd'hui. Casse dédié. Ouais. C'est pour toi, Grégy. Et je vous laisse avec des doux mots de Louis. Oui. Alors avant de nous quitter, laissez-moi juste vous recommander deux films qui seront peut-être encore au cinéma quand vous écouterez l'émission. C'est Nocturnal Animals avec le dit Jake Gyllenhaal, qui est un excellent film. Tu commences à devenir chiant. Hein. Non mais faut que ça rentre. Et quelques minutes avant minuit, qui sera peut-être plus en salle à ce moment-là, mais qui est un film fantastique que j'ai trouvé incroyable et 2017 est très bien lancé. Mais alors, maintenant pour conclure, laissez-moi vous raconter une anecdote à propos du film Les 8 salopards. Alors lors d'une scène, le personnage incarné par Jennifer Jason Leigh joue de la guitare et fredonne une chanson folklorique qui est Jim Jones at Botany Bay. La guitare qu'elle utilise est un modèle très rare de 1870, emprunté au Martin Museum d'une valeur de $400 000. Dans la scène, le personnage de Kurt Russell s'agace et prend l'instrument pour le fracasser. Problème,
L'acteur n'est pas informé qu'il doit prendre une fausse guitare, et il démolit simplement la pièce de collection et la confiance que leur accordait le musée, sous les yeux atterrés de Jennifer Jason Leigh, dont la surprise peut se voir à l'écran d'ailleurs, faites attention à ce moment-là. Tout le monde s'affole sur le tournage, sauf Tarantino qui sourit au fond de la pièce, car il a obtenu une bonne scène. On reconnaît là le génie du type. C'est sur cette chanson du film que nous nous quittons, donc écoutez bien la guitare, car ce sont les ultimes notes que cet irremplaçable instrument, d'une grande valeur, a produit après 1 siècle et demi d'existence. Salut à tous. Kryptonite, l'émission qui décrypte littérature jeunesse et culture pop. Chaque mois sur Radio Boomerang 89.7 FM. 405, gotta meet the new boss by 8 a.m. I'm no Superman.